Je reçois sur le plateau des personnes très avisées. Albert Renocon, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Ernest Baguidi. Il est d'abord technicien de laboratoire de formation, ensuite président d'association de consommateurs Bénin Santé Survie du consommateur, c'est bien cela le nom de votre association. Merci également à vous. Le Covid-19 n'épargne plus aucun pays. 2 cas ont déjà été confirmés au Bénin. Et avec le danger que représente ce virus pour l'humanité, le moment est-il déjà propice pour s'alarmer, Monsieur Baguidi? Oui, merci, monsieur le journaliste. Non, je crois que pour s'alarmer, je ne dirais pas pour s'alarmer, mais le moment est propice pour prendre les mesures nécessaires. Les mesures nécessaires en termes de prévention. Et déjà que le virus il est déjà là, ça veut dire que nous sommes déjà impactés. Et la deuxième phase, c'est comment faire pour qu'on s'en tienne à ces 2 cas. Et ce qui est important, c'est la mesure préventive et le diagnostic, la précision dans le diagnostic. Oui. Si on arrive à maîtriser ces 2 aspects, je pense qu'on pourra, dans une très large mesure, contenir ce mal-là. D'accord. Mais nous parlons plus principalement de ces conséquences économiques et également sur la société. On constate déjà aujourd'hui que dans les marchés, les comportements ont changé. Les prix des produits de première nécessité ont même augmenté déjà de prix. Comment expliquez-vous cette situation? Non, le phénomène quand même il est simple et nous l'avions déjà annoncé. Ce n'est pas ce cas qui nous expose à ce genre de spéculation. Le Bénin, qui a été toujours considéré comme un pays qui vit de l'importation, la production locale n'a pas été développée pendant longtemps. C'est vrai que ces dernières années, bon, il y a des initiatives, qui se prennent et pour certains produits, je veux parler des céréales et autres, on constate quand même qu'il y a une amélioration. Mais au niveau de la transformation, vous voyez le tissu industriel béninois, il est toujours ce qu'il est. Ça n'a pas encore bougé à ce niveau parce que la question de l'énergie n'est pas encore totalement réglée. Donc, si nous ne rentrons pas dans la transformation, il y a des produits basiques, dont nous ne pouvons pas avoir accès parce qu'il n'y a pas la production là. Donc ça voudra dire que dès que ceux-là qui produisent chez eux et qui envoient vers nos différents pays, ils se retrouvent en situation difficile, c'est qu'automatiquement les conséquences sont perceptibles. Et c'est le cas au Bénin. Et si je dis c'est compliqué, je laisse même les produits alimentaires. Nous sommes dans une situation de gestion d'une crise sanitaire. Les intrants que nous aurons à utiliser dans la maîtrise de cette pathologie, malheureusement, la plupart doivent encore venir de l'extérieur. Ça veut dire que la situation elle est bien préoccupante. D'accord, la situation est vraiment préoccupante. Vous êtes aussi inquiet, professeur Albert Renocon? Oui, vous savez, on a dit que le monde est devenu un village planétaire. Ouais. Et ici, nous sommes face à une maladie infectieuse. C'est-à-dire que si une personne contacte ça, il peut transmettre ça automatiquement à 2 ou 3 personnes. Et les 3 personnes vont transmettre ça à 3 fois 3, ainsi de suite. Et c'est comme ça que on cela a se une suite propage. géométrique, donc ça peut attaquer tout le monde. Et comme les frontières sont vraiment ouvertes entre les nations. Quand ça se passe en Chine, ça se passe en Europe, ça va rapidement en Europe, ça vient rapidement au Bénin. Donc, on a vraiment raison de s'inquiéter. Bien que les frontières, parce que nous l'avons dit, on a constaté beaucoup de pays ont fermé leurs frontières, ont même interdit des échanges commerciaux, les vols ont été suspendus à des endroits donnés. Est-ce que cela présage d'un avenir vraiment pas très reluisant pour les pays africains? Non, bon, il va arriver un moment où peut-être ce sera éradiqué, c'est-à-dire le corona, cette maladie-là sera éradiquée et à partir de ce moment, les frontières seront rouvertes. Le gros problème qui se pose au niveau de cette maladie... Le problème, on ne sait pas encore jusqu'à quand ce problème va être circonscrit. Oui, c'est ça justement le problème. Et si vous arrivez à éliminer ça dans votre pays, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il suffit d'échanger avec les autres pays et puis vous êtes recontaminé. C'est pourquoi
la méthode que la Chine a utilisée, par exemple, pour essayer de contrôler la maladie sur son territoire. Après ça, ils sont devenus frileux. Si les gens veulent visiter leur pays, ils font extrêmement attention parce qu'il peut y avoir toujours de recontamination. Tout à fait. Lorsqu'on veut parler des conséquences économiques de cette maladie, on connaît le coût économique classique des maladies, c'est-à-dire quand vous êtes malade, par exemple, vous êtes obligé d'aller consulter un médecin, vous payez les coûts de consultation, on peut vous hospitaliser, vous payez les coûts d'hospitalisation, il faut prendre des médicaments, vous payez les médicaments, et puis du fait que vous êtes alité et que vous ne pouvez pas travailler, il y a un coût d'opportunité que vous payez. Donc, il y a tous ces coûts-là qu'on paie. Et si éventuellement il y a des gardes malades, on paie. Ce qui se passe au niveau du coronavirus, c'est que s'il y a traitement, on parle de chloroquine, ce n'est pas des traitements qui sont très coûteux. Mais le gros problème qu'il y a ici, c'est au niveau de la prévention. Parce que la prévention implique aussi bien des gestes individuels, des gestes barrières individuels, des gestes communautaires, des gestes publics, c'est-à-dire au niveau de l'État et même au niveau du monde entier. Et à partir de ce moment, ces barrières que l'on crée pour pouvoir prévenir la maladie, c'est ça qui ralentit complètement l'activité économique et c'est ça qui entraîne beaucoup de coûts en fait. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de cela que jusqu'à aujourd'hui, le marché d'Intokpa, par exemple, ce grand centre commercial qui brasse beaucoup de millions comme chiffre d'affaires, n'est pas encore fermé? Est-ce que vous ne pensez pas que tel que cela se passe, c'est une voie ouverte à la contamination rapide à ce virus? Oui, vous savez, quand on a un pouvoir public, on est obligé de faire plusieurs arbitrages. On réfléchit. Et puis, quand on gère les épidémies aussi, il y a une affaire d'étapes. C'est vrai qu'avec le coronavirus, c'est un peu compliqué. Vous pouvez être malade, on ne le sait pas avant un certain nombre de jours. Donc, ça fait que les gens peuvent être malades sans qu'on ne le sache. Et on peut se précipiter, effectivement, pour prendre de grands gestes. Mais si vous prenez de grands gestes, qui paient finalement? Parce que le problème se trouve au niveau des coûts. Vous voyez, il faut fermer peut-être toutes les activités qui impliquent des contacts. Je suis venu maintenant, la maquilleuse m'a maquillé, donc on ne doit plus me maquiller. Il y a les coiffeurs et les coiffeuses. Il y a en tout cas, tout ce qui implique des contacts humains, il faut les éviter. Surtout quand on prend l'une des méthodes de prévention qui est la distanciation sociale. Il y a l'humoriste parlait tout à l'heure d'1 mètre. Donc si vous devez être à 1 mètre, donc il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, le sport, le football, vous allez vous toucher. C'est-à-dire, il faut arrêter tout un ensemble d'activités. Et puis si vous allez encore vers le confinement, et vous dites, comme on a eu un cas à Cotonou, Cotonou est dangereux, donc il faut mettre Cotonou en quarantaine. Donc Cotonou ne doit plus communiquer avec les autres parties du Bénin. Vous voyez tout ce que ça entraîne comme coût. Et puis il y a les problèmes de transport, il y a tout ça. Donc les coûts sont tellement élevés que si le gouvernement n'est pas sûr, en tout cas, il veut avoir assez d'informations avant de prendre des décisions. D'accord. Je ne sais pas si M. Ernest Gbagidi partage le même avis que vous, lui qui protège les consommateurs. Oui, on est en train de réunir assez d'informations avant de prendre les mesures qui s'imposent. Pour le moment, on continue d'aller au marché d'Intokpa. Est-ce parce que si on décide que l'on ne continue plus à faire animer les marchés, il y aura une grosse perte économique que l'on continue de laisser aller? Oui, je partage dans une très large mesure les analyses du professeur, mais il faut reconnaître qu'en plus de ça, on parle de l'économie globale. Au niveau macro. Quand vous prenez l'économie individuelle, domestique, il y a des dames, c'est tous les jours qu'elles doivent aller à Intokpa, aller chercher des articles dans un magasin, rentrer dans le marché, elle va vendre, elle va récupérer ses ristournes, faire des achats pour le repas du soir. Le ZEM, il sort le matin, c'est à travers ses activités qu'il va manger. Pareil pour les transporteurs de bus, Tokwa. Donc c'est toute une chaîne. Donc c'est vrai que nous sommes en situation de danger, presque. Mais si l'État prend les mesures de faire le marché, de faire éviter un certain nombre de pratiques, c'est que à côté, il faut prendre des mesures pour amoindrir
pour amortir le choc. Et je suis sûr que l'État n'a pas encore les moyens pour contenir cette deuxième crise qui serait générée par les mesures en cours qu'ils sont en train de dire, mais observons l'évolution de la pathologie. Mais c'est un risque aussi, parce que le revers peut être foudroyant. Donc, pendant qu'il est en train de vouloir préserver la vie quotidienne des populations, il est en train de faire une bonne lecture de la situation. Ouais. Donc, souhaitons que le pire n'arrive vraiment pas. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas souhaiter que le pire arrive, mais vous savez, beaucoup vivent déjà les conséquences. Vous savez, il y a des activités qui ont été suspendues dans les ministères, puisqu'il ne faut plus rassembler plus de 50 personnes. Ceux qui avaient reçu des commandes de services traiteurs, par exemple, et qui ont déjà même fait des achats, tout ça ne peuvent plus exécuter leur marché. Comment peut-on gérer justement ces situations? Oui, vous voyez, économiquement parlant, ceux-là qui pourraient les accompagner. Mais l'autre chose qu'il faut ajouter, quand on va fermer ces marchés, il y aura une spéculation qui va s'observer sur le marché. Tout à fait, oui. On n'a pas encore fermé, mais ça a déjà commencé. Parce que, vous savez, même en dehors des marchés, dans les officines, le gel, la solution hydroalcoolique qui se vendait auparavant à 600 francs, 800 francs, aujourd'hui passé à 2000 francs. C'est encore qu'à ce niveau, moi, je voudrais profiter pour demander à l'État de jouer son rôle. Un peu comme au Kenya? Non, on doit pouvoir jouer. C'est vrai que quand la demande, d'accord, est supérieure à l'offre, on observe au plan commercial une petite spéculation. Mais ici, nous sommes en situation très dangereuse. Il s'agit de la vie de toutes les populations qui est en jeu. Ce n'est pas le moment de vouloir en profiter. Et les prix au niveau des officines sont arbitrés par l'État. D'accord. Donc nous ne sommes pas dans un marché noir. D'accord. À partir de ce moment, l'État doit pouvoir siffler la fin de la récréation. Oui, vous savez, vous êtes économiste et chaque situation est propice pour le commerçant attentif de faire de bons chiffres d'affaires. Il estime que ce n'est pas le moment de faire de faire de l'argent dans la vente de certains articles aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que certains ne vont-ils pas profiter justement de cette situation pour dire, bon, je tire la part du lion? Non, bon, quand il y a une crise, il y a nécessairement opportunité. Il y a des gens qui vont vouloir en profiter. Mais comme il est en train de dire, le secteur pharmaceutique est un secteur bien identifié et les prix sont contrôlés. Donc, l'État peut dire, vous ne faites pas ça. Moi, hier, j'ai acheté le petit gel à 3 500, il disait 2 000. 3 500, ça veut dire qu'effectivement, au niveau des pharmacies, il y a une spéculation. Vous voyez les masques, par exemple, qui sont montés à 500 francs. Ouais. On dit qu'il faut changer ça 4 fois par 2 000 francs. Je ne sais pas quel béninois, 2 000 francs fois 30, ça va être 60 000 francs. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Et à partir de ce moment, l'État est obligé d'augmenter l'offre de certains produits et de réguler les prix le plus sévèrement possible. D'accord, merci. Nous avons tendu notre micro à certains citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pour voir s'ils sont inquiets justement de ce virus, le Covid-19. Qu'est-ce qu'ils pensent des effets sur la situation socio-économique du Bénin? Eh bien, nous les écoutons. Aujourd'hui, tous les véhicules sont immobilisés. Si vous pouvez faire un tour sur le parc, vous allez voir. Depuis hier ici, là, je n'ai pas encore voyagé. C'est ma voiture qui est tout présentement. Mais il n'y a aucun client qui vient se représenter. Ils ont fermé les frontières de Lomé, ils ont fermé les frontières de Bénin aussi. Qu'est-ce qui développe l'économie? C'est le transport. Généralement, transport aérien, fluvial, terrestre, la communication. Les gens ont peur de voyager, peur de contracter la maladie. Du coup, leurs revenus ont baissé. Actuellement, même au niveau de nos marchés, les gens n'arrivent plus à vendre. Il y a la peur. Les gens sont chez eux. Moi, je dis que nous sommes 5 000. Mais je dis que mon francs. Kaka je dis mon francs. Non, non, je vais vous dire que je On devrait s'y attendre.
s'il faut aller du côté religieux, spirituel, ouais, je dirais que c'est une punition de l'Éternel. Lorsque quelqu'un éternue, je me l'éloigne carrément de la personne, je me quitte l'endroit afin de ne pas se faire contaminer. Je préfère même manger chez moi ou d'aller manger dans les restaurants, c'est mieux quoi. Parce que je ne sais pas si les règles d'hygiène, c'est pratiqué dans les restaurants, dans leur cuisine d'abord, je ne sais pas trop. C'est sûr que le chiffre d'affaires doit totalement baisser parce que la maladie, bon, on n'a pas... Personne n'a jamais souhaité. Personne n'a jamais souhaité, donc c'est déplorable. Nous on a fait une disposition d'eau de javel, de homoclim ici pour pouvoir laver les mains avant de rentrer dans le véhicule. Les cas chinés, hier par exemple, moi j'ai demandé, on m'a dit c'est à 1200. Et je me suis dit pourquoi? J'ai payé un torchon de 100 francs pour fermer mes narines. Parce que 1200 déjà c'est déjà cher pour nous. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à trouver à manger. Ils vont payer 1200 pour un torchon que vous venez, c'est déjà beaucoup cher. Mais quand il va arriver, comme on voit ce qui se passe en Europe, où on parle de confinement, comme on le dit chez nous, à Donaton, il y aura la famine. Parce qu'on n'est pas préparé pour ça. Nous revenons sur ce plateau pour recueillir les réactions de nos invités qui ont suivi les commentaires faits également par les citoyens. On dit aujourd'hui, par exemple, Albert Onokun, qu'il faut fournir aux transporteurs, qu'il faut fournir des cache-nez à tous leurs passagers. Et déjà, on voit qu'ils se plaignent. Aujourd'hui, le cache-nez est à 500 francs, 1000 francs par endroit. Est-ce que vous pouvez, qu'on peut respecter justement ces précautions? Et si oui, qui paye justement le prix? Oui, si on fait 500 fois 12 millions, donc on voit déjà le prix. C'est-à-dire on est 12 millions de Béninois. Si vous faites 500 fois 12 millions à changer plusieurs fois par jour, ce n'est pas facile. Je crois que ça fait partie aussi de la stratégie du gouvernement, de voir qui prend la décision pour faire des gestes barrières. Si c'est au niveau de la famille, au niveau des individus, là c'est eux-mêmes qui paient directement, puisque ce n'est pas l'État qui a dit tout le monde doit apporter ça obligatoirement. Maintenant, si c'est au niveau de la communauté ou des communautés, vous voyez les communautés religieuses par exemple, qui décident volontairement d'arrêter les messes et autres prêches islamiques. Je crois que c'est eux qui paient le coût. Donc, or, si l'État décide lui-même de fermer tout et que les gens ne travaillent pas, par exemple, il faut que l'État décide de payer. Maintenant, dans ce cas précis, quand les gens ne font plus leurs activités, non seulement il faut faire des crédits d'impôt, c'est-à-dire il ne faut pas qu'ils paient les impôts, mais en même temps, l'État dépense d'un côté, donc où est-ce que l'État va trouver l'argent? Donc, c'est ça qui est un peu compliqué pour l'État. Il est en train de chercher des moyens. Tout à fait. Est-ce que les coûts des transports ne vont pas augmenter s'il faut vraiment respecter scrupuleusement ce qui a été demandé? Non, je crois qu'à ce niveau, moi, je m'interroge toujours. Est-ce que ce n'est pas le communiqué du Conseil des ministres qui a été mal rédigé, parce qu'on ne peut pas demander à un transporteur de fournir des masques au client. S'il paye, le transporteur paye 500, il va fournir les masques à un concurrent de 400 francs. Oui, il met le prix sur le coût du transport. Je crois que la protection, cette fois-ci, doit être individuelle. L'État aura à faire importer des masques, des cache-nez à des coûts très accessibles aux populations. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais je suis aussi préoccupé par quelque chose, la discipline des populations. J'ai été écœuré de constater hier que malgré les décisions qui ont été prises par les responsables au niveau des différentes églises, que des gens se soient permis d'ouvrir des églises. Ça, c'est une question de discipline. Il faut que les populations comprennent que l'État a pour rôle de leur donner toutes les informations, mais chacun à son niveau doit pouvoir accompagner. La troisième chose que je voudrais, ça on avait évoqué pour les gels hydroalcooliques, mais c'est la qualité de ce produit-là.
La qualité Je du produit. crains que des syndicats ne mettent de n'importe quoi dans des flacons et qui continuent à distribuer. Quelle est la structure au Bénin aujourd'hui qui se chargera de faire le check rapide de ces produits sur le marché? Ça, c'est aussi un problème qui va se poser. Sinon, nous allons donner l'impression aux populations de les protéger à travers ces produits, mais en réalité, il n'y aura rien en termes de protection. Ah, d'accord. Oui. Nous sommes déjà en ligne avec le docteur Dosoubete Lucien. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Vous êtes infectiologue. Nous parlons aujourd'hui de ce que vous savez et qui défraie l'actualité, le Covid-19, qui fait déjà des massacres en Chine, en Italie, aux États-Unis, en France et même dans beaucoup d'autres pays. Alors, si ces pays développés sont arrivés à un moment donné à se retrouver impuissants face à ce virus, même s'il est en train d'être maîtrisé aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter vu le confinement que l'on demande aujourd'hui en Afrique? Alors, d'une manière générale, la peur et l'inquiétude sont générées par l'inconnu. Et que chaque fois qu'on travaille à faire reculer les limites de l'inconnu, on arrive à apaiser, à diminuer l'inquiétude. Parce que nous avons besoin, au cours de cette épidémie de Covid-19, nous avons besoin de faire preuve de vigilance, d'attention redoublée pour pouvoir respecter toutes les consignes qui sont données et faire attention de ne pas se faire contaminer. Donc il est important de pouvoir donner quelques éléments essentiels de cette maladie pour que les auditeurs puissent faire reculer les limites de leur ignorance en la matière. D'accord, allez-y très rapidement, docteur. Très rapidement. Oui. Pour dire que aucun humain, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion, son âge, son territoire de résidence n'est protégé contre ce virus. Donc, nous constituons tous des cibles potentielles à l'occasion de notre rencontre avec ce virus. Et nous savons que le plus souvent, dans 80% des cas, la maladie est bénigne avec peu ou pas de signes. Et que c'est seulement dans 20% des cas que les signes sont importants au point de conduire à une hospitalisation, avec chez 5% de ces personnes des signes sévères qui vont nécessiter la réanimation, et 2% une assistance respiratoire, et qu'on aura des décès de 1%. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces 4 signes? D'abord, la fièvre, la toux, le rhume et des irritations au niveau des narines et la fatigue importante. Ah, d'accord. Donc, savoir aussi que certains parmi nous seront plus facilement exposés aux formes graves. Ce sont les sujets âgés, les hypertendus et diabétiques, et ceux qui ont immunodéprimés, qui ont un cancer ou qui ont une infection par le VIH qui n'est pas un succès thérapeutique. Et savoir que les enfants sont en général peu malades, bien qu'ils sont infectés et qu'ils sont capables de transmettre. Tout à fait. Et que connaissant tout ça, il y a des moyens de prévention. Oui. Et c'est ça qu'il faudrait que chacun de nous applique de manière rigoureuse et scrupuleuse. Et que chacun fasse preuve un peu de citoyenneté et fasse exactement ce qui est demandé, à savoir respecter tout ce qui est les consignes qui sont données par les gouvernants, et respecter les règles d'hygiène habituelles et mettre en place des mesures d'écran. Pour être plus précis, les distances sociales, quand on salue, éviter de se serrer la main, de se rapprocher de son ami ou de celui qu'on salue, et maintenir 1 à 2 mètres entre vous deux, éviter tous les regroupements, on va se retrouver très proches les uns des autres, se laver les mains à l'eau et au savon plusieurs fois. Chaque fois qu'on va toucher un objet qui aurait pu être touché par quelqu'un d'autre, il faut se laver les mains. Et avant de manger, se laver les mains. Et chaque fois qu'on peut, il faut se laver les mains, parce que dès que le virus est projeté sur une surface, et qu'on a touché, après on peut se contaminer lorsqu'on va porter les mains à son visage. D'accord. C'est pratique qu'il faut éviter, mettre les mains au visage, à la bouche, au nez, aux oreilles, tout ça. Et lorsqu'on va éternuer ou tousser, de faire à l'intérieur de son coude. Et quand on tousse ou quand on éternue, quelle que soit la cause, qu'on porte systématiquement un masque. D'accord. Voici des choses essentielles qui sont importantes d'être connues
à la population pour éviter de s'inquiéter. Tout à l'heure, l'un de nos invités, en l'occurrence Ernest Gbagidi, que vous connaissez certainement, évoquait la qualité des solutions hydroalcooliques aujourd'hui vendues sur le marché qui permettent de désinfecter les mains. Est-ce qu'il n'y a pas déjà du faux gel qui circule aujourd'hui et qui ne feront absolument rien à ce virus? Vous savez que toutes les occasions sont bonnes pour les personnes cupides pour aller se faire de l'argent, tromper et tricher. Donc il y a des gels de mauvaise qualité, ça on ne peut pas le démentir, c'est tout à fait possible. Mais le savon et l'eau, c'est quelque chose qui ne peut pas manquer et on n'a pas besoin d'avoir un savon particulier acheté en pharmacie. Donc à défaut des solutions hydroalcooliques, utilisons ce qui est le plus facilement disponible et en quantité insoupçonnable, l'eau et le savon. Quel que soit le savon, même les savons fabriqués traditionnellement sont aussi efficaces. D'accord. Alors, vous avez tout à l'heure parlé des règles à observer, telles que la distance qu'il faut observer l'un de l'autre. Aujourd'hui, nous avons encore certains centres commerciaux qui sont encore ouverts, un peu comme le marché d'Antokpa qui continue de s'animer. Est-ce que vous pensez que le risque de contamination est élevé à ce niveau? Si vous vous référez à mes propos antérieurs où je dis qu'aucun humain n'est à l'abri, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous, nous allons y passer, pour ainsi dire. Et que toutes les mesures qui sont prises, en fait, sont là pour pouvoir étaler dans le temps l'infection des individus pour pas que le système sanitaire voit arriver trop de malades à la fois. Ce n'est pas pour empêcher que quiconque soit infecté, parce que, sauf avoir arrivé très vite un vaccin, nous allons tous, un jour, être infectés, en sachant qu'il n'y a que 20% qui vont présenter des symptômes. Donc tout ce qui est fait, quand on ferme le marché d'Antokpa, si on le fermait aujourd'hui, le jour où on va l'ouvrir, le problème se posera toujours. Sauf si notre pays a été, tous les habitants, ou presque 70 à 80%, ont été préalablement infectés. Et là, on peut dire qu'on aura arrêté la circulation du virus dans notre pays. D'accord. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, on est tous exposés. Et le choix des mesures de fermer ci, fermer ça, ça c'est des décisions qui sont difficiles à prendre et qui peuvent tenir compte de l'histoire du pays, de la socioculture du pays. Il n'y a pas vraiment une règle scientifique aujourd'hui qui dit que absolument il faut fermer tout. Parce que quand vous allez arrêter de fermer, quand vous allez ouvrir, on se posera. Il y a des pays dans le monde qui ont décidé de ne rien fermer. Donc tout dire que ce n'est pas aussi évident que ça. D'accord. Alors, une dernière question pour finir, surtout que vous êtes médecin infectiologue. On a identifié aujourd'hui la chloroquine comme pouvant aider à traiter ce virus. Et on a constaté qu'il y a certaines habitudes, des gens qui ne sont même pas encore contaminés et qui, en guise de prévention, prennent déjà la chloroquine. Est-ce que c'est efficace ou bien c'est un risque? Alors, aucune étude aujourd'hui n'a apporté la preuve formelle, je dis bien la preuve formelle d'une efficacité quelconque pour traiter. Ce qui est sûr, il y a des études qui ont été faites, mais avec des petits effectifs. C'est pour ça que les conclusions ne peuvent pas être formelles et des recommandations qui conduisent à dire commencer à utiliser tous. Donc chaque utilisation de la chloroquine ne peut être faite que dans le cadre d'une étude qui va permettre d'évaluer, de progresser. D'accord. Et ces études, qu'est-ce qu'elles ont montré? Que les personnes qui sont infectées et qui reçoivent de la chloroquine, je ne donne pas la dose, il ne faut pas inciter des gens à le prendre comme ça, ils vont voir réduire à une durée de 6 à 8 jours le temps d'élimination du virus, donc la capacité à contaminer. D'accord. Alors que chez ceux qui ne sont pas traités, ça peut aller à une vingtaine de jours. D'accord. Parce que les études courtes ont montré, mais on ne peut pas être formel encore. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci, docteur. Je ne suis pas professeur. Oui, excusez, oui, je me suis déjà rattrapé. Je remercie docteur Lucien Dosoubete,
Je rappelle que vous êtes infectiologue et vous intervenez dans cette émission pour nous apporter votre éclairage par rapport à ce virus qui fait des ravages aujourd'hui et qui peut être contenu si l'on respecte les règles d'hygiène prescrites, n'est-ce pas? Merci à vous et bonne journée aux auditeurs. Merci beaucoup à vous aussi, docteur. Alors, nous revenons sur ce plateau. Vous avez entendu M. Ernest Gbagidi, docteur Dossou Bété? Non, je l'ai suivi religieusement. Je crois que ces contributions sont d'intérêt public, en ce sens qu'il s'agit d'un spécialiste, et je sais de quoi il parle précisément. Parce que vous êtes aussi du domaine. Je suis du domaine et ce que je voudrais rebondir sur la chloroquinothérapie dont vous avez parlé, et ceux qui s'adonnent déjà à cette consommation à titre préventif, c'est illusoire. C'est illusoire. Nous connaissons la problématique de la chloroquine. Pourquoi on l'a retirée du marché? C'est pour ne pas développer une résistance. Et si, je ne sais pas là où ils en ont trouvé, parce qu'on avait retiré du marché totalement, et s'ils vont le prendre à titre préventif, ils se trompent. Et d'ailleurs, ce n'est pas une combinaison qu'on arrive à maîtriser le mal. Donc, il faut déconseiller ça. Le moment venu, si c'est établi que c'est une molécule qui pourrait nous aider à faire un traitement efficace, le gouvernement n'hésitera pas à l'annoncer. Et l'OMS est encore là pour poursuivre l'évolution. C'est ça. Donc, de manière générale, il a insisté sur les règles d'hygiène. Quelles que soient les mesures qui seront prises au niveau central, si nous-mêmes, nous n'accompagnons pas avec la discipline requise, le mal est utilisé. Et ce mal ne connaît pas de classe sociale. Effectivement. C'est tout le monde qui est exposé. Donc, il faut respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. Alors, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette discussion, est-ce qu'il est possible d'éviter de lourdes conséquences sur l'économie aujourd'hui, professeur Albert Onoko? Oui, bon, le docteur a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit que peut-être, potentiellement, nous tous, nous allons être contaminés d'une manière ou d'une autre. Bon, heureusement que le taux de mortalité est assez faible. Au Bénin. Et que tout, non, de façon générale. Et que de façon stratégique, ce que les gens essaient de faire, c'est d'étaler la courbe épidémiologique. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y aura pas beaucoup de malades dans les centres de santé pour que les gens ne soient pas suffoqués par la charge. Donc, ce qui veut dire encore que toutes les précautions qu'on nous demande de prendre, il faut qu'on les prenne et que peu de gens soient contaminés à court terme. Maintenant, les conséquences sur l'économie, comme je l'ai dit, sont extrêmement importantes puisque finalement, on demande à l'État de dépenser, de renforcer le système sanitaire et de subventionner des produits, de faire des actions en faveur des entreprises. En même temps, on demande aux gens de laisser certains métiers parce qu'il faut créer des distances sociales entre les individus. On dit qu'il faut parfois de l'autoconfinement. Donc ça veut dire que vous restez chez vous, vous faites ne travaillez même pas. Peut-être si vous avez la possibilité de faire du télétravail, vous faites, mais chez nous, les technologies ne sont pas très développées. On dit parfois de mettre des villes entières en quarantaine. Donc, vous voyez, en même temps que les recettes de l'État vont diminuer, on va demander à l'État de dépenser encore plus pour pouvoir soutenir le système sanitaire. Ce qui est extrêmement compliqué. Très bien. Je vais demander à mon réalisateur de nous afficher les messages des téléspectateurs très rapidement. Nous allons essayer de les lire. En attendant, je vous laisse également la parole. Vous qui défendez le droit des consommateurs face à ce qui se dessine, où des gens font déjà des provisions chez eux à la maison pour ne pas être confrontés à ces difficultés. Est-ce que vous pensez, vous recommandez aussi à tous ceux qui nous écoutent, par exemple, de faire des provisions chez eux au cas où il y aurait une situation plus grave? Non, je crois qu'en termes de prévention aussi, il faut le conseiller. Mais combien aujourd'hui on a la possibilité de faire cette provision pour combien de temps aussi? Donc moi, mon souhait est qu'on arrive quand même à maîtriser c'est la contamination intracommunautaire. Si on arrive à maîtriser ça et que c'est les quelques cas qui vont venir de l'extérieur qu'on aura à gérer dans les formations sanitaires, ça nous permettra de contenir, de maîtriser la situation. Sinon aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas la possibilité
de faire face à ce que nous voyons, ce que nous entendons. Oui. Vous voyez le cas de l'Italie, 600 et quelques morts. Oui. Est-ce que le Bénin a la capacité d'affronter ce défi-là? C'est Donc Dieu nous épargne simplement de pire. Et aujourd'hui, le bilan fait état déjà de plus de 14 000 morts en tout. C'est assez dramatique. Un message que nous envoie Robin Akrombessi, qui suit cette émission, il nous dit « Nous chantions consommer local. La clé, personne ne semblait préoccupé par la promotion de la production locale. Le retard dans les réflexions et dans les actes rattrape. C'est malheureux, mais c'est ce que nous subissons tous. » Et il y a Martin Chaffara qui dit « Les impacts économiques de cette pandémie sont là palpables. C'est un ralentissement total dans tous les secteurs d'activité. Même au niveau des cliniques, les patients ont du mal à se faire consulter, bien que ce soit pour d'autres maux. » C'est assez inquiétant à ce niveau, parce que c'est comme si les médecins aussi ont peur. C'est normal, c'est un métier de contact. Donc, ils sont exposés. On a même appris qu'il y a un médecin qui est décédé hier à Paris pour ça. Il y a un autre Alex qui dit ceci, le dernier message qui vient de nous parvenir, qui dit « Bonjour à tous, je pense qu'il faut rester stoïque car tout passe. Se préparer psychologiquement à toute éventualité, mais créer des activités génératrices de revenus possibles depuis chez soi. » Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin maintenant, Monsieur Renoncon. Oui, bon, celui qui a dit de créer des activités chez soi, bon, c'est difficile parce que vous créez une activité chez vous, il faut des demandeurs, il faut que les gens achètent aussi. Et chez eux, bon, ils vont faire comment? Donc, c'est facile. C'est un peu comme en Europe aujourd'hui, où même de chez vous, vous pouvez commander, on viendra vous livrer. Oui. Le système de livraison est très développé là-bas. Il y a certains qui acceptent de travailler, qui quand même, il y a ce qu'ils appellent les métiers essentiels, qui doivent continuer de travailler. Ça veut dire que les autres, ils ne vont pas éviter le risque. Donc, effectivement, comme on le dit, au fur et à mesure que les informations vont évoluer, il faut que nous suivions les conseils du gouvernement. Absolument. Et que, sans trop nous alarmer, et que le gouvernement aussi n'a qu'à faire des gestes pour donner les informations correctes, réduire les coûts de communication, pour que les consommateurs puissent se connecter régulièrement et suivre les informations. Et effectivement, le choc est senti un peu partout. Hein. Vous savez, aujourd'hui, en matière de football, toutes les compétitions sont suspendues. Oui, c'est assez inquiétant. Je vous laisse également la parole pour votre mot de fin, M. Bakidji. Oui, d'aucuns pourraient parler des limites de la science, mais moi je dis plutôt que cette situation vient présenter le niveau de vulnérabilité de l'humain face à la nature. Les scientifiques sont là, mais le virus est en train de dicter sa loi. Donc ça voudra dire que dans tous nos gestes, dans tous nos comportements, nous devons avoir en tête que des choses peuvent nous échapper et nous éprouver à tout moment. Voilà, en laissant des conséquences difficilement rattrapables. Donc, que les gens s'en tiennent à ces consignes qui sont données au niveau. J'ai une pensée pour une spécialité au niveau de la médecine. Ceux-là, je ne sais pas comment ils vont le faire. La kinésithérapie, je ne sais pas si vous êtes allé une fois, ils sont obligés de toucher. Le massage, est-ce qu'on peut respecter la distance? Mais bon, ils vont porter des gants. et la distance, c'est vous dire que le mieux, c'est que ce virus soit vraiment maîtrisé très tôt. D'accord. Merci beaucoup Ernest Bakidji. Merci professeur Albert Renoncon d'être passé dans cette émission.